Bonjour à tous et toutes. Donc je me présente, Guillaume Paquet. Je vais vous parler aujourd'hui de AWS IoT Core for LoRaWAN. Donc comme vous pouvez le voir, serai votre interlocuteur pour aujourd'hui. Je suis un expert IoT au sein de la société Smile et plus particulièrement de la BU ECS de la société Smile qui est plus orientée sur de l'embarqué. Donc, pour me présenter un petit peu plus en détail, vous pouvez voir que j'ai un parcours un petit peu particulier, par rapport à l'expertise que vous avez tous, dans le domaine du cloud, puisque je suis quelqu'un qui vient plutôt de la microélectronique et j'ai migré, petit à petit vers, le cloud. Donc pour pouvoir, valoriser toute la donnée que nous pouvons, avoir au sein de nos différents, produits, comme les différents systèmes embarqués. Donc, comme vous pouvez le constater, je suis certifié AWS Solution Architect et j'ai aussi reçu il y a peu ma certification LoRaWAN au sein du groupe TTN, donc, qui est l'abréviation de The Things Network. Donc, pour aller un petit peu plus dans le détail par rapport à cette présentation du jour, je vais vous faire une rapide introduction pour vous contextualiser un petit peu tous eh bien, toute cette présentation, vous faire un descriptif quand même du LoRaWAN, puisque je pense que c'est important d'avoir un petit peu quelques notions pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette technologie. Une rapide passe aussi sur l'architecture et tout l'écosystème, notamment un petit peu plus orienté cloud. Et ensuite, nous passerons vraiment dans le vif du sujet, ce qui nous concerne réellement aujourd'hui, donc AWS IoT Core for LoRaWAN, associé à une démo, et nous terminerons donc par des questions-réponses. En termes d'introduction, ce que je voulais au final poser comme question, c'est LoRaWAN et le cloud. Pourquoi? Alors, la raison est assez simple au final. Le LoRaWAN a quand même besoin de s'appuyer sur de nombreux serveurs pour pouvoir fonctionner, et notamment trois, qui sont les Joint Server, Network Server et l'Application Server. Donc on y reviendra un petit peu plus en détail tout à l'heure. On peut voir aussi que le LoRaWAN est de plus en plus proche en fait avec les différents autres fournisseurs de cloud, type OVH, Azure, Google Platform et bien sûr les services AWS. Et enfin, parce que au final, le LoRaWAN va être la technologie qui va être le point d'entrée pour votre donnée et qui va venir des différents sensors que vous avez à disposition pour aller remonter après vers le cloud. Donc le LoRaWAN, qu'est-ce que c'est? Alors, vous avez devant vous un tableau qui récapitule les grands acteurs du monde LP WAN. Alors LP WAN, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Low Power Wide Area Network. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a les différents acteurs de cet écosystème qui sont assez connus en fait de nos jours. Donc, on a le LoRaWAN qu'on retrouve avec ses différentes caractéristiques, le Sigfox, le LTE-M. Je passerai en fait le LTE 4.1 puisqu'on est sur une technologie qui commence à s'orienter vers le LTE-M. Et enfin le NB-LTE qui est aussi connu sous l'acronyme de NB-IoT. Donc pour moi, toutes ces technologies, alors j'aime bien cette présentation puisqu'elle permet justement de voir les différentes caractéristiques de chacun, mais surtout ne pas les confronter les unes aux autres. Alors j'entends, toutes ces technologies peuvent s'entrecroiser et répondre à des besoins bien spécifiques. Il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. Donc il est vraiment important de regarder au final toutes les caractéristiques de la technologie par rapport aux besoins qu'on a exprimés au travers du cahier des charges ou d'un document de spécification. Donc si on se focalise un petit peu sur le LoRaWAN, puisque c'est quand même le sujet de notre présentation, on voit qu'on a une bande passante qui est assez réduite, donc des débits assez faibles. On a une puissance d'émission qui est relativement forte, avec un bon bilan de liaison, ce qui veut dire qu'on va avoir une portée vraiment intéressante. Une durée de vie de batterie
Donc là, de 105 mois pour une batterie type de 2000 ampères-heure. Donc typiquement, en règle générale, ce qu'on s'accorde à dire, c'est que le LoRaWAN a une autonomie de 5 à 7 ans, voire 10 ans dans des cas d'usage un petit peu plus adaptés. Et donc c'est aussi une technologie qui permet de coexister avec toutes les autres et qui aussi a un niveau de sécurité quand même assez suffisant. Alors j'ai rajouté moi un petit encart en bas ici, puisque j'estime aussi qu'il est important de noter que cette technologie est basée sur des modems qui sont peu chers, même une architecture assez peu coûteuse. Donc au final, on arrive à déployer des objets à moindre coût. Alors par contre, bien sûr, comme toute technologie, on va avoir les pendants. Donc les contraintes, ce qui peut freiner justement dans l'établissement de ce genre de techno. Donc on a notamment ce qu'on appelle les limitations par rapport au duty cycle. Donc j'explique, heu, on ne peut pas émettre, alors par abus de langage, plus de 1 du temps, mais au final, quand on regarde un petit peu plus finement, on va pouvoir se permettre des fois de monter à 10 suivant les fréquences sur lesquelles on intervient. Aussi, pas de garantie de réception puisqu'on est sur une technologie de type ALOA, c'est-à-dire on envoie la donnée et on ne sait pas si elle va vraiment être reçue. Donc là aussi, c'est quelque chose aussi qu'il faut vraiment bien prendre en compte, même si, il y a des mécanismes dans le LoRaWAN qui permettent de pallier à tous ces problèmes. Donc on a aussi le problème du débit, donc on est quand même sur des débits assez faibles, donc ne vous attendez pas à pouvoir, transmettre de la vidéo au travers du LoRaWAN. Au niveau du roaming, donc les aspects roaming, c'est vraiment, pour expliquer un petit peu plus, c'est pouvoir avoir la faculté de, pouvoir émettre dans un pays, puis, de passer à un autre pays et de pouvoir émettre de la même façon sans avoir à changer quoi que ce soit sur le device. Donc là, sur les différents opérateurs en présence, on commence à avoir, des accords de roaming qui sont faits, entre, par exemple, notamment, Opgenius en France et Proximus en Belgique, et j'en passe, notamment Activity qui est aussi un acteur fort de la LoRaWAN, est très, très, comment dire? Moteur sur ce type de problématique. On va avoir aussi la sécurité qui intervient. Alors, je l'ai mise comme étant un petit manque, même si je pense qu'il faut quand même, avoir, raison garder sur ce sujet, puisqu'on est quand même sur des protocoles assez sécurisés, mais je l'ai mis un peu moindre par rapport à des protocoles, type IP, où là, on va avoir de la sécurité vraiment, très forte, où on peut mettre de la sécurité très forte, sur du TCP/IP avec de l'encryption de la donnée, avec de l'échange de certificats et cetera et cetera. Donc là, on a quand même des échanges de clés qui sont faits au niveau des phases d'accroche, mais qui restent quand même un petit peu moindres que ce qu'on peut avoir sur de l'IP. Et enfin, l'aspect, j'ai envie de dire, industrialisation, certification, qui est assez complexe dans le monde du LoRaWAN. Pourquoi? Parce que quand on est sur les réseaux opérés, on se doit de faire des certifications pour chaque opérateur, ce qui peut être quand même une étape au final assez lourde, assez fastidieuse, puisqu'on doit repasser, chaque certification avec chaque opérateur, il y a pas d'unification. Donc si on passe sur un cas d'usage, pour, illustrer un petit peu mes propos, on a notamment, le cas du smart building, où on va avoir un réseau de capteurs LoRa qui émet vers une gateway avec un bytecall 3G ou Ethernet, qui transmet donc comme je disais tout à l'heure vers un network server et qui après permet notamment d'aller faire une visualisation sur, votre dashboard, soit, dashboard client, soit un dashboard propriétaire que vous refacturez après au client. Donc ce qui est intéressant sur ce type de topologie, c'est qu'on a, des gateways, des capteurs avec une couverture au niveau du bâtiment, puisqu'on est sur des gateways vraiment, propres, hein, on est sur un réseau local, donc avec, la couverture GSM standard pour la gateway. Donc là, on a une couverture qui est relativement, maîtrisée, chose qu'on ne peut pas forcément faire avec, le réseau opéré et on a une très bonne connexion, notamment vers le cœur de réseau au travers du réseau GSM.
Donc en termes de prix, de tarification, on va avoir, plusieurs étages. Donc on a l'étage au niveau du capteur, avec une gamme de prix d'environ 80 €. Alors après ça va dépendre aussi de la complexité du device et il faudra bien sûr adjoindre des cartes SIM pour l'abonnement GSM pour la gateway, mais qui peuvent être aussi éliminées si vous êtes sur un backhaul Ethernet et bien sûr le coût matériel des gateways, pour pouvoir avoir une couverture, relativement suffisante. Donc une autonomie de 8 ans pour les devices et une volumétrie de données, comme vous voyez, de 4 fois 2 MO par jour en montant, plus alerte en cas de fuite, notamment et donc on peut faire un petit peu de paramétrage en phase descendante. Donc si maintenant on s'intéresse un petit peu plus à l'architecture, pour comprendre, justement comment va intervenir le cloud, dans toute cette infrastructure, je vous présente là une architecture assez classique. Donc là, plutôt orienté réseau local, mais on pourra faire un parallèle avec le réseau opéré, notamment avec le matériel LoRaWAN, les gateways, le cœur de réseau et enfin la data vise qui peut se faire justement notamment au travers du cloud. Donc là, on voit bien les objets qui, eux, communiquent en LoRaWAN vers des gateways qui, elles, sont sur, vous voyez, des OS assez, aller faire transiter toute la donnée vers le cœur de réseau et donc on est là sur une communication plutôt IP. Donc UDP/IP, TCP/IP, suivant les différents types de paquets forward. Donc là viennent intervenir, certains acteurs au niveau du cœur de réseau, donc notamment des acteurs un petit peu plus cloud comme AWS, donc ce dont on va parler tout à l'heure et des acteurs type, The Things Industries, Chipstar, Opgenius, Orange qui sont eux des opérateurs et Actility qui est, un cœur de réseau hébergé lui aussi, certainement dans un cloud ou dans, des instances, comme on en parle en ce moment OVH, heu et qui permettent justement d'avoir tout ce cœur de réseau dans le cloud et non plus, directement dans la gateway. À savoir que ce cœur de réseau peut aussi, dans certains cas, notamment au travers de Chirpstack, hein, être migré, à l'intérieur même des gateways pour avoir accès directement au device, au travers, de la gateway. Et donc, via un jeu d'API, on arrive assez facilement et simplement à faire transiter toute la donnée vers notre cloud, où on va aller faire de la data visualisation, via les services, classiques, des différents clouds ou alors par de la visualisation, que vous pourriez avoir l'habitude d'utiliser, type, Grafana ou, du JS, et cetera. Donc là, au niveau de l'écosystème, comment ça se répartit un petit peu tout ça? Pour qu'on essaye de comprendre un petit peu, qui sont les différents acteurs. Alors, j'ai sorti, vraiment, AWS d'ici puisqu'on va vraiment, en parler en particulier. Donc, là, c'était vraiment pour, vous montrer comment fonctionne chaque acteur, leur mode de déploiement et les coûts associés, puisque c'est intéressant aussi de voir, quel coût je dois mettre en face de quelle architecture. Donc notamment, on va avoir The Things Industries, qui est un acteur assez connu et reconnu, notamment au travers, de TTN, donc The Things Network, qui est le pendant, j'ai envie de dire un petit peu moins industriel, mais qui est quelque chose de gratuit, accessible à tous et qui permet de monter un réseau LoRaWAN dans le cloud très facilement. Donc au niveau de l'industriel, vous avez, 4 offres différentes, donc Cloud TTI, donc là totalement géré dans le cloud, Things Industry. Donc là, vous n'avez besoin que des devices et de la gateway avec, la stack que vous incluez dans la gateway qui va, forwarder toute l'information vers le cloud, de Things Industry. Après, vous avez une, capacité de mettre votre propre, le cœur de réseau pardon, ThingStack à l'intérieur de vos propres instances, AWS, donc via l'offre AWS Launcher. Donc là, on vous donne la capacité justement de sortir, du cloud TTI et d'être, vraiment, indépendant par rapport à tout ça.
Vous avez aussi une offre entreprise, donc on-premise, où là, vous faites, vous-même, votre propre cœur de réseau chez vous, sur vos machines. Et enfin, sur un cloud dédié, type, Azure, ou autre, hein, donc là, vous avez la capacité de le faire n'importe où. Donc là, on est sur des coûts qui vont à partir de 190 € par mois. On a une tarification au device et la stack, qui est mise à disposition pour le porter est open source. Donc au final, après, c'est très évolutif en fonction des différentes, en fonction des différentes, options que vous pouvez prendre. Après, on va passer sur le réseau opéré Opgenius. Donc là, sur ce réseau opéré, vous n'avez au final pas de choix. Tout est sur le cœur de réseau des opérateurs et après la seule liberté que vous avez au final, c'est de mettre des API, de driver des API vers, votre cloud ou, vers vos instances pour du dashboarding. Donc là, on est sur des abonnements au device de la même façon, de l'ordre de 2 € par mois par device et c'est pareil, ça évolue en fonction des différentes options que vous pouvez prendre, comme, alors j'en ai pas parlé avant, mais par exemple du TDOA, donc c'est de la géolocalisation, des choses comme ça. Après, vous avez ShipStack. Donc ça, c'est un écosystème assez intéressant puisqu'il vous permet de tout faire vous-même. Par contre, vous n'avez rien, vous n'avez pas d'offre où, tout est hébergé, par, ShipStack. Donc, là, vous avez toute capacité, à déployer votre cœur de réseau, soit on-premise, soit sur un cloud dédié. Mais par contre, il faut bien penser à tout ce qui est aspect infogérance et tout ce que vous allez, devoir, garantir comme service derrière à vos clients. Puisque là, pour le coup, ce ne sera que de votre fait et non pas, de la responsabilité d'un cloud, tiers. Donc vous avez aussi l'option Actility, donc là qui est, un opérateur qui est bien connu et bien reconnu au sein de la LoRaWAN, puisque c'est un des premiers qui s'est déployé et qui a été, très porteur avec, notamment les réseaux opérés Orange et Opgenius. Donc là, vous avez une capacité de vous plugger sur leur, alors c'est pas un cloud chez eux, c'est leur cœur de réseau qui est hébergé, qui est géré par eux. Donc un peu comme on a ici le cloud TTI et donc vous avez une facturation, de la licence puisque vous devez porter, en étant accompagné bien évidemment par Actility, le LRR dans des gateways et donc là, vous avez une tarification à la licence, donc de ces LRR, portés dans les gateways et après des prix au device et à la gateway. Donc là, je vous conseille de vous rapprocher notamment d'Actility si ce genre de topologie vous intéresse. Sachez quand même que, ce sont des cœurs de réseau qui sont quand même assez bien maintenus et bien pérennes, dans le temps. Alors après, vous avez 2 acteurs, qui sont connus, un peu moins, je pense, par chez nous. Donc c'est Lore IoT et Rez IoT. Donc Lore IoT, vous avez la capacité de faire un déploiement, gratuit, un peu comme ShareStack, sauf que là, c'est toute une infogérance qu'il faut gérer, donc de votre côté et vous avez aussi la capacité d'avoir un réseau, totalement géré par Lore IoT. Donc là, les prix ne sont pas publics, donc vous avez des devis à faire si, ce mode de déploiement vous intéresse. Alors j'ai mis Rez IoT, pourquoi? Donc là, comme vous pouvez voir en ce moment, il y a quelques soucis avec OVH, comme vous en êtes tous conscients. Et donc quand vous vous rendez sur le site, de Rez IoT, vous vous rendez compte que, il n'y a plus rien de disponible. Donc ça, c'est intéressant. Alors je pense que l'actualité est aussi intéressante, par rapport à tout ce qu'il peut y avoir, ici. On se rend compte, qu'au final le service de Rez IoT alors je n'ai pas de device chez eux, donc je ne sais pas au niveau de la plateforme. Toujours est-il qu'au niveau du site, il n'y a plus d'accès possible. Imaginons, c'est peut-être le cas, que leur plateforme est totalement hébergée sur OVH, vous n'avez plus aucun accès à la plateforme. Donc je mets vraiment en évidence et je mets l'accent sur le fait que
Si vous mettez un cœur de réseau et que vous devez infogérer un cœur de réseau, faites attention à cette haute disponibilité, la résilience de votre système. C'est vraiment un point très important et qui sera vraiment déterminant pour la qualité de votre service auprès de vos clients. Même si on l'espère, bien évidemment, ce genre de souci n'arrive pas tous les 4 matins. Alors de quoi ai-je besoin pour monter tout cet écosystème? Donc j'ai besoin au niveau matériel de gateway. Donc au niveau de la carte mère, moi ce que j'appelle la carte mère, on va avoir des devices IMX de chez NXP ou des Raspberry. Notamment vous voyez ici une gateway qui est à base de Raspberry, hein, produite et déployée par Rack Wireless notamment. Donc là, je vous ai mis 2 acteurs qui sont assez bien connus et qui fonctionnent bien aussi sur AWS IoT Core for LoRaWAN. Ils sont Multitech et BroWAN. Vous en avez d'autres, Tektelic, Carlink, etc. Donc à l'intérieur de ces gateways, vous avez aussi une carte radio qui contient un concentrateur et 2 front-end radio pour recevoir et émettre tous les messages radio qui sont reçus et à partager aux différents cœurs de réseau. Ensuite, vous avez besoin d'un software, forcément. Donc sur une base OS de Yocto, Buildroot ou autre, hein, vous pouvez construire vos gateways. Donc vous avez plein de choses à disposition sur Internet. Vous avez notamment Balena OS qui fournit quelque chose plug and play via le Balena Basic Station. Lorsque vous allez sur le site de Semtech, vous avez aussi tout à disposition pour construire votre propre gateway avec leur packet forwarder. Et sur Sharpstack aussi, vous avez toutes les images pour pouvoir flasher vous-même vos gateways. Il faut savoir aussi que Multitech, BroWAN fournissent avec les gateways quand vous les achetez le tout packagé. Donc après, vous n'avez plus qu'à tout mettre en application. Et donc au niveau cloud, eh bien un cœur de réseau pour pouvoir gérer tous vos devices, puisque vous allez avoir besoin de faire du provisioning de chacun de vos devices. Donc au niveau de ce cloud, vous aurez besoin en fait de toute cette, j'ai envie de dire toute l'intelligence, toute la gestion des paquets, toute la gestion des clés, des authentifications à faire. Donc avec ce genre de matériel, ce genre d'écosystème, vous allez pouvoir vous créer un réseau local ou un réseau privé. Alors la différence, c'est réseau local. J'ai dans ma pièce ou dans mon site plusieurs gateways qui sont reliés au même réseau et par exemple, je peux populer sur un autre site le même type de topologie et que ces 2 topologies soient reliées entre elles vers un même cœur de réseau. Comme ça, j'ai une continuité de service entre mes différents sites. Par contre, quand je parle d'un réseau privé, vous avez réellement un réseau privé sur le site où là, la donnée, au final, est totalement propre au site sur lequel vous intervenez. Et donc ce genre de topologie vous permet une couverture à la demande, puisque c'est vous qui implémentez votre propre architecture. Donc si on passe maintenant sur AWS IoT Core for LoRaWAN. Donc là, on est sur une topologie un peu identique à ce que je viens de vous décrire. Donc on a bien sur le côté les devices qui émettent ici en LoRaWAN. Alors LoRaWAN ou un protocole autre, hein, peu importe au final. Mais là, on est sur du LoRaWAN. Donc les gateways qui sont installés avec les OS dont je vous parlais tout à l'heure, type Sharpstack, Balena OS, le Basic Station de Semtech, avec un RASP-OS par exemple, qui transmet après, alors là par contre en TCP/IP forcément, puisque AWS IoT Core for LoRaWAN ne permet que la transmission via WebSocket. Vous n'avez la possibilité de faire que du WebSocket vers AWS IoT Core for LoRaWAN. Donc la connexion est forcément TCP/IP. Et donc tout le cœur de réseau, donc les joint servers, network servers, les application servers aussi en partie, sont hostés par AWS.
Et donc derrière, vous avez tous les services cloud, soit les services cloud AWS, ou alors si vous le désirez, heu, créer des endpoints ou des API qui vont après aller, vers vos propres dashboards ou vos propres services dans un autre cloud ou je ne sais quoi d'autre. Et donc toute cette donnée au final après est mise à disposition, vers votre besoin. Donc ce qui est important de noter, c'est qu'on a, donc comme je disais, nécessaire d'avoir une gateway avec la basic station, de Semtech. Donc là, on n'a pas possibilité de faire autrement. Un serveur complètement géré par AWS, donc ici. Donc là, comme je disais tout à l'heure, hautement disponible, scalable, une résilience, de 99,99 comme le dit AWS sur, la majorité de ses services. Et donc, des applications après qui sont hostées soit dans le cloud, soit on-premise, via des API. Et vous avez toute faculté de, vous plugger au service AWS. Donc de quoi j'ai besoin vraiment pour pouvoir mettre tout ça en place? Donc, comme je disais tout à l'heure, une carte mère Raspberry Pi ou un IMX, un SX130X. Alors, pour le moment, le Basic Station n'est compatible que SX1301, 1302 et 1308, mais via dongle USB. À savoir que même, la base, software fonctionne avec du 1308 et 2.1257. Il y a quelques petites subtilités, mais, vous arriverez facilement à faire fonctionner le tout. Donc comme je disais, compatible Basic Station, absolument. Donc le software embarqué, donc là c'est un Yocto ou un Buildroot avec la Basic Station, donc soit Sherpstack, soit Semtech le permet. Et enfin, au niveau de l'environnement LoRa, vous avez besoin d'un compte AWS, d'une gateway, sur la gateway, donc vos identifiants, les certificats que vous allez générer, donc ce que je vais vous présenter tout à l'heure. Et enfin, les clés LoRaWAN, donc le Dev UI, l'AppKey, le Network Key et le Join UI si vous êtes sur la version LoRaWAN version 1.1. À savoir que la majorité des devices actuellement sur le marché sont plutôt sur du 1.0.3. Donc si vous allez notamment sur le site d'AWS et si vous n'avez pas envie, au final de faire un petit peu toute cette tambouille en amont, vous avez la possibilité d'aller, voir des partenaires, BroOne, Multitech, Carlink, Techtelic et j'en passe. Tout est bien référencé sur le site d'AWS et vous serez en capacité d'acheter, les différentes gateways qui vont bien pour pouvoir les porter sur AWS. Donc au niveau de l'écosystème AWS, heu, j'ai noté 2 points vraiment intéressants. C'est le coût et vraiment la fiabilité, la compatibilité avec, les services AWS autres. Donc notamment au niveau des coûts, on est sur quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire par rapport à tout ce que j'avais pu vous présenter avant. Là, on est au prix consommé par message. Pourquoi? Parce qu'au final, vous êtes sur le même type de service qu'AWS IoT Core. Donc vu que vous êtes sur le même type de service, vous êtes sur le même type de tarification. AWS est resté dans la même, philosophie. Donc jusqu'à 1 milliard de messages, vous avez 2,30 $ par million de messages. Au-delà de 4 milliards de messages suivants, sur les 4 milliards de messages suivants, pardon, vous avez 1,50 $ par million de messages et à plus de 5 milliards de messages, vous êtes à 1,20 $ par million de messages. Donc on est quand même sur des prix qui sont relativement faibles. AWS, là, pour le coup, a été vraiment agressif sur les prix. Et sachez que vous pouvez mettre autant de devices, autant de gateways que vous voulez. Ça ne changera rien du tout à la tarification. Donc comme je disais, en termes de fiabilité, service hautement scalable, ça c'est important quand vous allez avoir un parc de devices qui va croître au fur et à mesure et notamment un parc de devices et de gateways même. Donc vous avez, quelque chose qui est très disponible. Alors un petit bémol, actuellement ce service n'est disponible que sur la région Irlande et la région US. Donc c'est un petit peu la stratégie, classique chez AWS. On commence par ces 2 régions et au fur et à mesure, on va continuer à déployer vers les autres régions.
Donc, vu que le service est assez récent, c'est pas étonnant qu'on soit uniquement sur ces 2 régions actuellement. Et donc une forte compatibilité, pardon, avec, les autres services. Donc là, notamment, bah, vous avez une architecture avec, la gateway device qui transmet via LoRaWAN à la gateway, qui après va transmettre en IP vers le service AWS IoT Core for LoRaWAN et après vous pouvez, faire des rules pour, pouvoir orienter vos messages vers les différents services, soit des lambda, soit des DynamoDB, de l'IoT Analytics et de l'Events, des buckets S3 et faire de la notification notamment sans aucun problème. Donc là, au final, on a vraiment après, bah, on a à disposition toute l'architecture AWS possible. On a juste la différence au niveau du point d'entrée, c'est tout. Donc là, ce que je vous propose, c'est de passer une petite démo pour que vous voyez un petit peu la mise en place, qui peut être faite sur ce genre, de technologie. Alors, je vous propose de la faire, par vidéo. Pourquoi? Parce que, pour être totalement franc, j'ai du mal à faire et à parler en même temps. Comme ça me permettra d'avoir un discours le plus fluide possible pour vous. Et puis aussi parce qu'il y a certaines phases qui sont un petit peu longues, donc que je pourrais accélérer, à volonté. Donc, si on commence par la première, qui est vraiment la mise en place de la gateway. Donc là, moi, je me suis basé sur un RASPOS, donc que j'ai flashé donc sur ma carte SD et que j'ai mise sur, ma gateway, donc là, qui est, pour référence, une rack, 7246 de chez RAK Wireless. Donc première étape, configurer la Raspberry Pi, notamment au niveau du SPI, puisque tout va communiquer en SPI entre la Raspberry et la carte radio. Donc là, comme vous avez pu voir, je suis allé, configurer finement le SPI pour enabler tout ça. Derrière, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? C'est installer Git. La première chose que je dois faire sur cette Raspberry Pi, vu que je suis sur un RASPOS, c'est aller descendre, tout le projet Basic Station qui est sur le LoRa Basic de chez Semtech. Donc je descends le Basic Station, je rentre dans, le projet descendu et je vais le compiler pour ma cible, qui va être une Raspberry Pi, avec les options standards puisqu'on est, sur un variant standard, pour, la Basic Station. Donc tout ça, vous le retrouvez notamment sur le GitHub, de, Semtech, LoRa Basics. Vous pouvez aller voir, les différentes, options de compilation pour vos différentes cibles. Donc là, voilà, la compilation, est en cours. Donc là, c'est celle-là que je vais passer puisqu'elle dure un petit peu de temps. Donc, vous voyez, hein, tout se passe, plutôt bien, hein, jusqu'à présent. Donc, c'est aussi, les bénéfices d'une vidéo, c'est qu'on s'affranchit des effets démo. Comme vous pouvez voir, c'est quand même assez long. C'est la seule étape qui est vraiment, longue sur, j'ai envie de dire, toute la phase de mise en place. Puisque par la suite, je vais justement me rendre compte, au final, que tout est bien descendu, tout est bien compilé et ce que je veux aller récupérer, c'est le fichier de conf de, ma station pour pouvoir dialoguer en SPI et bien configurer justement toute cette station au niveau hardware. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit notamment que j'ai bien mes 2 front-end radio comme ce dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont des SX1257 et que je viens dialoguer en SPI dev, sur le SPI dev 00. Donc on est sur un LoRaWAN public, et on va avoir aussi toute la configuration des logs qui sont vraiment intéressantes, pour aller regarder un petit peu ce qui se passe en détail, lorsqu'on a des soucis. Alors sachez, aussi que toute cette phase-là, vous pouvez l'automatiser comme je vous disais avec Balena OS qui est quelque chose d'assez sympathique en fait, pour la mise en application d'une image et le déploiement et notamment aussi la visualisation. Donc tout ça peut être automatisé,
plus que ce que je fais là avec mes différentes lignes de commande. Donc là, on va pouvoir passer à la suivante, donc qui est vraiment la mise en place au travers de la console AWS. Donc, quand je vais sur IoT Core, on voit qu'il y a deux choix. Donc IoT Core for LoRaWAN et IoT Core. Donc moi, c'est IoT Core for LoRaWAN. Alors, si vous regardez bien, en fait, on est sur le même dashboard pour les deux. C'est juste que quand vous cliquez sur IoT Core for LoRaWAN, on va directement sur l'onglet Wireless Connectivity. Donc là, vous avez plusieurs possibilités. Donc là, vous avez l'intro qui est très intéressante. Je vous conseille d'aller la lire si vous avez envie d'approfondir tout le pourquoi, toute la démarche qu'on est en train de réaliser. Et donc là, notamment, ce que je vais pouvoir faire, c'est ajouter une gateway, ajouter des devices. Donc ça, c'est ce que je vais faire dans un second temps. Puisque en amont, je dois définir des rôles. Des rôles, pourquoi? Pour pouvoir justement permettre à tout ce qui va transiter, toute l'information qui va transiter de ma gateway vers mon compte AWS d'être permise au final, qu'on puisse permettre tout ça. Donc là, comme vous pouvez voir, je fais une création de rôle au travers d'un autre compte AWS. Donc je rentre mon identifiant de compte et je viens chercher AWS IoT Wireless Gate Cert. Donc ce sont des certificats, c'est pour créer des certificats vraiment dédiés au gateway. Et donc je vais aller créer tout ça, je lui donne un nom à mon rôle, je peux lui donner une description et je vais aller créer le rôle. Donc comme vous pouvez voir, j'avais déjà tout à disposition dans un petit notepad à côté pour pouvoir m'aider et accélérer tout ça. Donc une fois que mon rôle est créé, je vais aller aller dans la zone de Trust Relationship pour pouvoir permettre au service AWS IoT de faire les différentes actions nécessaires à mon rôle et pouvoir faire transiter au final toute l'information. Donc là, tout ça, vous l'avez dans le guide de développement chez AWS, ou alors même j'ai pu le voir sur un user guide chez Bro1 ou chez Multitech qui explique toute la marche à suivre de façon un petit peu linéaire et écrite, ce qui permet notamment d'aller faire des copier-coller et de prendre un peu plus de temps que sur une vidéo. Donc une fois que tout ça c'est fait, eh bien je peux aller ajouter ma gateway. Donc ma gateway, il me faut récupérer l'identifiant unique. Donc qu'est-ce que je prends au final? Eh bien je récupère la MAC adresse. Donc là je suis en wireless, donc je vais aller récupérer la MAC adresse. Et comme vous allez voir, il va manquer quelques digits. Et donc pour compléter, ça c'est quelque chose qu'on fait régulièrement, hein. On complète avec FF, FE au milieu de l'identifiant de la MAC adresse. Donc ça, c'est des choses assez classiques, j'ai envie de dire, au niveau du LoRaWAN et de l'identification. Donc là, vous sélectionnez, si vous êtes en Europe, EU868, parce qu'on est sur la bande 868 ISM. Je mets un nom optionnel pour ma gateway, mais c'est toujours bien pour pouvoir l'identifier avec un petit nom qui va bien et qui est facilement reconnaissable. Donc je mets une petite description et là je peux ajouter ma gateway. Donc là ma gateway est créée. Donc là, il va falloir que je mette les cups à l'intérieur même de la gateway. Donc je viens copier le endpoint que je vais rentrer au travers de la gateway. Donc là, vous voyez, je crée le fichier cups.uri dans lequel je viens coller le endpoint copié dans la console AWS. Donc une fois que j'ai fait ça, il me faut à présent copier le certificat. Donc je vais télécharger les certificats. Donc j'ai un certificat, comme vous voyez ici, du LNS et un certificat CUPS pour avoir la trust certificat entre la gateway et donc l'AWS console. Donc tout ça, je viens lire
je viens les copier. Donc là, vous voyez, j'ai un peu de temps entre ma vidéo et l'établissement justement des différents fichiers. Donc je viens créer mon cups.trust dans lequel je viens coller le cups.trust que j'ai downloadé, pardon. Donc voilà, je copie mon certificat. Et donc tout cela, au travers des certificats de trust, sont maintenant bien identifiés au travers de ma gateway. Donc maintenant, il faut que je crée des certificats pour ma gateway pour communiquer de manière sécurisée avec AWS IoT. Donc là, je download les 2 certificats et je viens, donc j'ai une clé privée et j'ai un fichier de certificat. Donc ce fichier de certificat et cette clé privée, de la même façon, je vais les inclure dans ma gateway via des cups. Donc là, j'ai pas été assez rapide dans ma démo. Donc là, comme vous avez vu, j'ai créé le cups.key, dans lequel je viens mettre la clé privée téléchargée, puis le cups.cert, dans lequel je viens copier-coller le certificat downloadé. Une fois que ça c'est fait, je regarde quand même que tous mes fichiers sont bien créés dans ma gateway. J'en ouvre un, je viens les lire pour bien vérifier les contenus. Donc là, je l'ai fait uniquement que sur un seul. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire vous, tranquillement, chez vous, ou au bureau, pour regarder, que tous vos certificats, toutes vos clés sont bien conformes à ce que vous avez fait. Et donc quand je reviens sur ma gateway, eh bien voilà, tout est bien créé, j'ai bien, tout fait au niveau des credentials. Donc mes gateway permissions avec le bon rôle qu'on a pu créer tout à l'heure est bien référencé. Donc ma gateway est maintenant prête à communiquer. Donc il ne me reste plus qu'à lancer le Basic Station via le Dev SPI, donc comme je vous disais, avec, alors c'est allé un peu vite, j'en suis désolé, avec en argument, alors on voit pas très bien, je suis désolé aussi pour ça, en argument au final le Home Basic Station Build RPI, donc dans le dossier de build que vous avez créé, bin station. Et donc il va lancer tout le packet forwarder en WebSocket, et là on voit bien que tout est bien référencé. Au niveau des différents cups, qu'on a tous les LUT, les tables de lookup, les lookup tables sont bien référencés aussi, que les web services sont bien référencés. Donc là, on a bien une gateway qui est référencée au sein d'AWS. Et donc, comme on peut voir, eh bien, on a eu un lien qui a été créé avec la gateway. Donc là, AWS a bien en référence la gateway. Et donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à créer les devices. Alors, pour ceux qui sont habitués au LoRaWAN, c'est pas aussi trivial que sur le LoRaWAN sur les multitech, puisqu'on doit encore créer des rôles pour que tout soit bien routé au niveau de la publication entre l'IoT Core for LoRaWAN et par exemple des publish. Donc là, moi, je crée une policy qui n'existe pas pour pouvoir permettre à tous mes points, hop là, c'est allé vite, qui permet à tous mes points d'accéder au describe endpoint et je ne vais pas y arriver, et qui permettent aussi de publier pour toutes les ressources. Donc ça, c'est vraiment une police que vous êtes obligé de créer pour pouvoir republier correctement tout ce qui transite entre IoT Core for LoRaWAN vers des topics MQTT notamment. Donc une fois que j'ai créé cette police, eh bien, je vais l'utiliser au travers d'un rôle. Donc là, je la nomme, je la crée, et donc, je vais récupérer mes rôles.
Donc là, on ne la voit pas, donc je vais faire un refresh, puisque là, je cherche la police qui va bien. Donc là, voilà, je fais un refresh et on la voit bien qui est apparue à la fin. Donc là, j'utilise cette police pour ce rôle-là et je nomme mon rôle de la même façon. Donc toujours pareil, comme la dernière fois, le rôle, on va aller l'éditer au niveau des Trust Relationships. Idem, donc pour le service IoT AWS. Toujours pareil, comme le rôle précédent. Tac. Donc là, je suis allé copier-coller la bonne adresse. Et une fois que ce rôle est fait, je peux terminer donc la création de ma destination. Donc je fais add destination, je viens demander le rôle que j'ai créé. Donc je dois créer une rule, comme je vous avais montré dans le schéma d'architecture tout à l'heure. Alors bien sûr, avant toute chose, il faut nommer la destination que vous allez créer. Une rule. Je copie, puisque je dois créer cette rule, puisqu'elle n'a pas encore été créée. Je viens la créer. Donc, je dis que au niveau des query statements, je vais sélectionner tout qui vient de IoT, non pas de IoT topic. Je vais ajouter une action, donc qui va me permettre de republier tout ça. Je configure l'action. Je l'appelle par exemple LoRaWAN, l'action. Je crée mon rôle. Et mon rôle, je lui donne un nom IoT Wireless Republish Role. Et donc là, l'action est associée. Je n'ai plus qu'à créer la rule. Donc une fois que cette rule est créée, eh bien, il ne me reste plus qu'à, bien sûr, ajouter la destination, créer des profiles. Donc les profiles, vous verrez, seront utiles pour référencer après des devices. Donc ça s'apparente beaucoup à ce qu'on fait sur les différents clouds qui permettent du LoRaWAN. Donc là, je mets le device profile name, EU868, la MAC version de la LoRaWAN, donc là je suis en 1.0.3, le regional parameter, donc ça ce sont des choses qui sont très classiques pour le LoRa. Et je mets la puissance max de mon device. Donc moi, je suis uniquement en classe A. Et donc là, voilà, j'ai créé mon device profile. Je crée un service profile qui sera associé. Je lui donne un nom. J'ajoute le service profile. Et enfin, je peux créer le device. Donc au niveau du device, je fais Add Wireless Device. Je choisis l'OTA V10X puisque je suis en OTA 1.0.x, je ne suis pas en 1.1. Là, je refais. Une petite erreur. Donc là, je remplis DevEui, AppKey, AppEui. Je donne un nom au wireless device name et je lui donne une description. Alors, je ne vous montre pas ce passage puisque ce sont quand même des clés qui sont un petit peu privées et propres au device. Donc, au niveau du device profile, je mets l'OTA que j'ai créé et le service profile que j'ai créé. La destination, je choisis la destination créée et le device est enfin créé. Donc là, maintenant, vous avez tout à disposition pour pouvoir émettre vos données. Donc là, notamment, ce que vous avez, c'est quand vous allez dans le IoT test, vous pouvez aller tester votre topic LoRaWAN et voir toutes les trames qui sont transmises au travers de AWS IoT Core for LoRaWAN. Donc voilà, on en a terminé pour toute cette démonstration. Je vous propose à présent de passer à des questions-réponses si vous en avez.
Je vous mets en lien l'open feedback pour que vous puissiez donner un petit feedback sur la présentation. N'hésitez pas, hein, s'il y a des choses à revoir, ce sera avec plaisir que j'en prendrai compte et que je reviendrai vers vous le cas échéant. Et en tout cas, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.